On va parler aujourd'hui du sujet des minorités et de la manière dont on les nomme. Le titre de cette intervention est Comment nommer les minorités, quelques considérations à jury linguistique affective. Et pour ce faire, on va remonter dans le temps et on va commencer à regarder une œuvre littéraire, une œuvre dramatique, une pièce de théâtre écrite par William Shakespeare. Il s'agit de Roméo et Juliette. On va rendre ainsi hommage au génie de Shakespeare qui a si bien su peindre les mœurs de son pays et de son époque, car tout comme nous allons le voir plus loin dans cette analyse, nommer les minorités est une affaire liée au temps et aux mœurs de la société. Ainsi, dans Roméo et Juliette, nous trouvons ce passage célèbre qui, pour parler en termes saussuriens, pose la question du signifié qui l'emporterait sur le signifiant. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Sauf que les raisons de l'amour ne coïncident pas toujours avec les considérations sociétales, culturelles et politiques. Les Capulet et les Montagu se sont combattus et haïs à la mort. Nommer est une affaire juridique pour la société, garantissant l'existence de l'individu en tant que membre accepté, et une affaire psychologique pour l'individu lui-même. On existe à travers et grâce au fait d'être reconnu en tant que porteur d'un nom. Les écarts à cette norme psychosociale en disent long sur son importance. Lorsque, par exemple, en Chine, on nomme les bébés de sexe féminin par des numéros. En identifiant par le nom, on crée l'autre, on le sépare du tout afin qu'il puisse exister. Cette séparation n'est pas sans danger, car celui qui est identifié comme différent représente aussi ce qui remet en question celui qui identifie. Cette remise en question, miroir de nous-mêmes, de nos peurs, de nos désirs, peut être perçue comme périlleuse, car trop vraie, et alors le danger est rejeté sur l'image dans le miroir, sur l'autre, qui devient l'opposé, celui que je ne suis pas, l'ennemi, qu'on construit afin de garantir notre existence, pour parler avec Umberto Eco. Les conséquences de cette distanciation du soi non accepté, de la différence omise, sont mises en lumière dans une autre pièce de Shakespeare, Le Marchand de Venise, écrite et publiée un an après Roméo et Juliette, comme le résultat d'une réflexion entamée par la précédente tragédie causée par le poids des noms, et aussi comme une réponse et une réfutation de la question posée par Juliette. Ici, le juif est identifié en tant que non-chrétien, humilié, moqué, attaqué de par son nom qui montre sa différence. Oui, le nom qu'on porte est important, il signe notre vie et notre mort, il est porteur de vie ou d'anéantissement. Le monologue de Shylock reste dans l'histoire de la littérature universelle comme un plaidoyer contre l'antisémitisme et pour une conception universaliste de l'homme. He hath disgraced me and hindered me 500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heeded mine enemies. And what's his reason? I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian example? Why, revenge. The villainy you teach me, I will execute, and it shall go hard, but I will better the instruction. Il nous a semblé approprié de débuter cette réflexion par ces deux extraits qui se sont imposés à nous, pour ainsi dire, et qui révèlent le jeu d'affect qui a toujours présidé à notre appréhension dans les deux sens du terme, à savoir compréhension et peur de l'autre. L'amour et la haine sont les deux extrêmes de notre construction de l'autre et de nous-mêmes, dans une relation qui ne sera jamais neutre tant que la raison ne vienne équilibrer ce rapport de force. La justice étant depuis l'Amat de l'Égypte ancienne symbole de vérité et d'ordre, donc d'équilibre individuel et sociétal,
Les noms des minorités tels qu'ils sont produits et quelquefois imposés par les autorités gouvernantes d'un groupe social montrent l'évolution des perceptions de l'autre à main visage dans l'économie de l'organisation humaine en système juridique. Ce baptême plus ou moins officiel fait entrer l'autre dans un certain monde qu'il n'a pas choisi et dont les règles de fonctionnement souvent vont accentuer sa condition d'étranger qui conditionnera la vie des individus et des communautés entières. Ainsi, la présente analyse en jury linguistique affective a comme point de départ la réflexion sur l'identité réalisée par Emmanuel Levinas, ainsi que le positionnement de l'individu au sein du groupe en tant que homo juridicus posé par Alain Suppiot, et s'inscrit dans le contexte du développement des sciences affectives qui nous oblige à affiner les définitions et les méthodes de travail en jury linguistique. Pour citer Levinas, être moi, c'est par-delà toute individuation qu'on peut tenir dans un système de référence, avoir l'identité comme contenu. Le moi, ce n'est pas un être qui reste toujours le même, mais l'être dont l'exister consiste à s'identifier, à retrouver son identité à travers tout ce qui lui arrive. Il est l'identité par excellence, l'œuvre originelle de l'identification. On s'imagine ainsi ce que le nom d'une minorité porte en lui en tant que signification agissante et chargée émotionnellement pour les membres du groupe. Les objectifs de cette analyse plurilingue en sont variés. D'abord, déceler l'affect derrière le terme et le discours juridique. Ensuite, détailler les motivations d'un choix linguistique en langage juridique. Puis, mettre en lumière les conséquences perlocutoires et illocutoires de ce choix. Enfin, remettre le terme dans son contexte qu'il a façonné et qu'il fait évoluer à son tour. Au vu de la définition même du terme minorité donnée dans le dictionnaire de la culture juridique, l'institution juridique d'une différence ou d'une altérité collective qui, en dernier ressort, subvertit le vouloir vivre ensemble en société politique, toute analyse de ce concept ne saura se situer autrement que dans le champ de la notion d'altérité, si débattue par maint philosophe. L'autre, c'est l'ennemi, comme le démontre Umberto Eco dans son ouvrage Construire l'ennemi. L'autre, c'est aussi soi-même, comme le souligne Paul Ricoeur dans son livre Soi-même comme un autre. Il s'agit ici non pas de refaire le parcours de reconnaissance de cette notion et de ce concept juridique, mais d'observer, à travers quelques exemples, le poids des noms des minorités dans la construction sociolinguistique de ce vouloir vivre ensemble en société politique, dans la police. Autre admiré ou haï, héros ou scélérat, le concept en tant que concepere, comprendere, de minorité, reste marqué par une ambivalence ontologique, car toute minorité porte en elle une potentialité majoritaire et toute majorité peut redevenir une minorité. Cette relativité est essentiellement diachronique, et cette inscription dans le temps se laisse voir à travers les mots qui nous pensent et nous parlent. C'est en observant le relativisme du temps des minorités que nous survolerons d'Europe au continent américain tout en ayant à l'esprit l'affirmation du physicien Carlo Rovelli. Nous décrivons donc le monde tel qu'il se produit et non tel qu'il est. Cette description du monde est ainsi phénoménale, événementielle et éminemment subjective. Elle apparaît comme une relation univoque assujettie à et ayant lieu entre un locuteur qui décrit et un récepteur qui reçoit cette description du monde, les deux protagonistes de l'acte de communication étant sujets au contexte et au temps. Nous nous interrogeons, comme Emmanuel Levinas l'a fait dans l'humanisme de l'autre homme, sur la relation entre signification et réceptivité. La réalité donnée à la réceptivité et la signification qu'elle peut revêtir semblent se distinguer, disait Levinas, tout en soulignant l'importance de la parole, on le cite encore. Les mots ne renverraient pas à des contenus qu'ils désigneraient, mais en premier lieu, latéralement, à d'autres mots. De plus, le langage se réfère à la position de celui qui écoute et de celui qui parle, c'est-à-dire à la contingence de leur histoire. Chaque signification verbale est au confluent de fleuves sémantiques innombrables. Le sentiment de soi dont parle Georges Vigarello passe par la perception du corps, perception qui se trouve à la base d'une imagerie de l'autre qui va de l'horrible à l'héroïque. On ne voit bien qu'avec le cœur, écrit Antoine de Saint-Exupéry, dans un monde qui se donne à voir à travers nos perceptions traduites en affect et émotions par nos cerveaux. Cette analyse nous amène aux portes d'une esthétique de la minorité façonnée par nos perceptions et notre subjectivité qui évolue à travers le temps, influencée par et construisant en même temps le contexte de notre vie au sein de la communauté humaine.
Entre pathos et noulikos, le contrat social nous apparaît aussi comme un contrat linguistique et émotionnel. Se mettre d'accord sur les mots que nous employons pour nommer les minorités est une entreprise sous-tendue par l'affect. Tout en restant une discipline caractérisée par la rigidité de son contenu et dans sa forme, le droit est l'expression du consentement public au sujet du vivre ensemble dans un groupe social et en tant que tel exprime la manière dont le groupe voit le monde ainsi que son bon sens. Ce consentement ne pouvant exister en dehors de la parole, les termes juridiques qui organisent notre vie en société sont motivés affectivement et dépeignent la réalité en fonction de chaque langue culture. Alain Soupiot souligne dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 2012 le fait que les lois sont porteuses de l'histoire de la société, de leurs défis, de leurs rêves, de leurs peurs, ce qui rappelle l'affirmation de Montesquieu au sujet des systèmes juridiques qui dépendent des circonstances sociales et politiques des sociétés qui les créent et qui évoluent dans le temps. Nos émotions nous forment et nous transforment individuellement, mais aussi socialement, comme le remarquait Boris Cyrulnik en 2016. Afin de préciser les contours du sujet dont nous traitons, nous allons nous intéresser d'abord aux réponses apportées à la question « Qu'est-ce qu'une minorité ?» Plusieurs définitions données à cette notion nous montrent une évolution de la perception de cette réalité sociale. Le terme minoritas, du latin médiéval dérivé de minor, appartenant d'abord à la sphère juridique de la famille, désigne la situation juridique individuelle de l'enfant mineur. Il commence à partir du XVIIIe siècle à signifier une situation d'infériorité sociale qui requiert une protection adéquate et, sous l'influence de l'anglais minority, d'origine française, mais qui en anglais avait acquis le sens de moindre nombre, verra son sens s'élargir et fera un retour dans la langue française avec un sens nouveau. L'année 1848 signifiera non seulement le printemps des peuples, mais aussi l'avènement de nouveaux mots. Les révolutions nationales en Europe donnent un sens juridique au terme minorité, lui apportant deux significations. Groupement des personnes unies par une solidarité ethnique, linguistique ou religieuse de nature différente de l'ensemble politique dans lequel elle se trouve englobée et par rapport auquel elle est toujours un plus faible nombre. Après la Première Guerre mondiale, les minorités seront groupées en minorités ethniques et minorités nationales. Trois facteurs extralinguistiques présideront à ces évolutions sémantiques. D'abord, l'opposition État-nation, État plurinational. Ensuite, le pacifisme qui attirait l'attention sur les droits des nationalités. Et enfin, l'action politique des Juifs d'Europe centrale qui avait le projet d'un fédéralisme basé sur des nations. À partir de 1990, le droit s'attachera aux modalités de protection des minorités, ce qui a déterminé l'extension de cette problématique à la reconnaissance de l'identité culturelle propre des citoyens dans une société politique pluraliste. La philosophie nord-américaine du multiculturalisme de la fin du XXe siècle fait apparaître les notions de minorité de genre, minorité sexuelle, minorité immigrée. La Commission de Venise. La Commission européenne pour la démocratie et par le droit du Conseil de l'Europe, surnommée la Commission de Venise, s'est aussi penchée sur ce terme qu'elle définit comme suit. Le terme minorité désigne un groupe numériquement inférieur au reste de la population d'un État, dont les membres qui ont la nationalité de cet État possèdent des caractéristiques ethniques, religieuses et linguistiques différentes du reste de la population et sont animés de la volonté de préserver leur culture, leur tradition, leur religion ou leur langue. Trois critères sont pris en compte dans l'établissement de la classification. L'origine de la minorité, sa situation par rapport au territoire étatique et la stratégie politique à partir du constat de la qualité de minorité, et qui aboutissent à l'identification des catégories suivantes. Minorité juridiquement reconnue ou non, minorité linguistique, religieuse, ethnique, nationale, minorité en fonction de l'ancrage territorial, minorité isolée comme les Sorbes en Allemagne, minorité prolongeant une nation, Hongrois en Slovaquie, en Roumanie, en Ukraine, minorité transnationale ou transfrontière, population dispersée ou sans ancrage territorial particulier comme les Tziganes, minorité active ou autonomiste ou indépendantiste, ou encore minorité passive ou intégrationniste ou assimilationniste. Au regard de ces critères, une évidence s'impose, celle du relativisme temporel et territorial du concept de minorité. Ce relativisme est circonscrit, circumscribere, diachroniquement, littéralement inscrit dans le cercle révolutionnaire, revolvere, de l'histoire et du temps. Nous sommes face à la difficulté de voir et de comprendre une partie de l'humanité à un moment donné,
Et Lévinas rejoint Maurice Merleau-Ponty au sujet de la difficulté de percevoir et lire le monde. Je serais bien en peine de dire où est le tableau que je regarde, car je ne le regarde pas comme on regarde une chose, je ne le fixe pas en son lieu, mon regard erre en lui comme dans les limbes de l'être, je vois selon ou avec lui plutôt que je ne le vois.